l'organisation territoriale de la France a été le plus souvent complexe depuis un millénaire. La description de l'organisation territoriale de la France, c'est vraiment un parcours de combattant que de la décrire. Et en fait, l'organisation territoriale n'a été claire que pendant 90 ans, de Napoléon jusqu'au début de la Troisième République, 1800-1890, c'est-à-dire un dixième de ce millénaire. Je vais d'abord rappeler, en quelques mots, en quoi cette organisation territoriale était à la fois complexe et émiettée, avant d'aborder la métropole en deux étapes, la métropole en général et l'opinion qu'on peut en avoir touchée. D'abord, l'organisation territoriale complexe et émiettée qui a longtemps été celle de la France. Ce résultat est particulièrement illustré dans le département des Bouches-du-Rhône. Commençons d'abord par dire un mot de cette situation ubuesque. La raison principale d'abord en est que dans ce pays, la monarchie et la République, tout comme l'Empire d'ailleurs, je ne cite pas l'Empire que pour faire plaisir aux bâtonniers Mattei, mais la monarchie, la République et l'Empire sont centralisateurs, très hostiles à toute initiative locale qui serait un peu importante. Tous les philosophes du XVIIIe siècle, les Rousseau, les Voltaire, les Diderot, considèrent la centralisation comme une vertu, la décentralisation comme de la sauvagerie. Et cette conception est commune à tous les courants politiques, même si c'est en réalité pour des raisons différentes. De 1789 jusqu'en 1978, c'est-à-dire jusqu'au projet dont on ne parle jamais de décentralisation de Lionel de Tinguy du Poète, qui est célèbre parce que son rapport au Sénat fait 3200 pages, c'est le plus long rapport de l'histoire de la République, 6 volumes, mais un remarquable projet, allez le voir, de décentralisation. Or, de 1789 à 1978, c'est la droite qui est plutôt décentralisatrice, à l'exception des proudhoniens à gauche, parce que les gens de droite tiennent la décentralisation, pendant longtemps, comme le moyen d'affaiblir la démocratie. À l'inverse, à partir des années 78-80, la gauche, qui n'avait jamais fait ça jusqu'alors, se met à être décentralisatrice, mais pour une toute autre raison. La gauche considère, après plus de 20 ans de 5e République, qu'elle n'arrivera jamais à conquérir le pouvoir sous cette République. Donc le seul moyen d'acquérir du pouvoir, c'est de décentraliser pour déshabiller un peu Paul et, bien sûr, habiller Pierre. De là, entre autres conséquences, l'émiettement des collectivités territoriales. Aux 37-38 000 communes originaires et 90 départements de départ vont bientôt s'ajouter, mesdames, messieurs, au fil des ans, 10 départements supplémentaires, 16 761 structures intercommunales, 26 régions, 132, bien sûr, quelques ententes interdépartementales et autres joyeusetés transfrontalières. Résultat des courses, les collectivités locales en France aujourd'hui, c'est 550 000 élus locaux, 1 910 000 fonctionnaires ou agents publics territoriaux, qu'ils soient statutaires ou contractuels. Et encore, on n'a pas dit que sur les 36 767 communes, exactement au 1er septembre 2013, sur ces 36 767, il faut rappeler que 31 568 de ces communes, soit 86%, ont moins de 2000 habitants. Les Bouches-du-Rhône. Eh bien, les Bouches-du-Rhône sont une illustration de cette situation. Si nous prenons ce département, d'abord ce département est une fraction de l'État. Donc il y a déjà les services de l'État dans le département. Il est une fraction de la région, PACA, qui ajoute 119 communes, une communauté urbaine, Marseille-Provence Métropole, 6 communautés d'agglomération, une communauté de communes, un syndicat d'agglomération nouvelle, et je vous fais grâce de l'infinie variété des syndicats intercommunaux, Cibus, Cibom et compagnie.
on n'en finirait plus, mesdames et messieurs, d'énumérer tous les reproches que l'on fait à cette organisation territoriale de la France et toutes les lamentations que suscite aujourd'hui une situation administrative qu'on peut qualifier en étant poli et gentil, au moins extravagante. Morcellement du pouvoir de décision, allongement des circuits administratifs, complexité des procédures, perte de temps, coûts et surcoûts, illisibilité absolue de la carte administrative, dilution des responsabilités, irrationalité des procédures, enchevêtrement des politiques publiques et donc affaiblissement de leurs effets et de leur efficacité. Enfin, je gardais le meilleur pour la fin, complication inutile de la vie des citoyens. Car enfin, dans une démocratie, l'organisation territoriale est au service des citoyens. Alors, là-dessus, on sort le sésame, la métropole. Est-ce que c'est une solution? Comment? Je vais d'abord la présenter et ensuite dire ce qu'on peut en penser. D'abord, une présentation de la solution métropolitaine. Après de longues tergiversations, qui ne sont d'ailleurs, à l'heure où je parle, pas terminées, ainsi qu'il résulte des propos tenus ici même à Marseille le 8 novembre par le Premier ministre, les pouvoirs publics ont fini par décider, dans le cadre de la création des métropoles en France, de doter Marseille, à partir du 1er janvier 2016, d'un statut original de métropole, à commencer par son nom, puisqu'elle s'appellera la métropole d'Aix-Marseille. 3 données fondamentales doivent être ici rappelées. Je passe vite sur les 2 premières, j'en citerai plus longuement sur la 3e parce que c'est la plus importante. D'abord les chiffres. La métropole prévue pour Aix-Marseille, c'est 1 830 000 habitants, 3 149 km². En clair, la métropole, ça représentera 80% des communes du département, 93 sur 119, ça représentera 95% de la population du département des Bouches-du-Rhône, les 2/3 de la superficie du département des Bouches-du-Rhône et 40% de la population de la région PACA. C'est pas rien. C'est un gros morceau. Deuxième élément, l'objectif. Pourquoi fait-on ça? Où veut-on aller? Que veut-on faire? C'est un objectif très ambitieux et particulièrement vaste. Il s'agit de rien moins que d'améliorer l'organisation et de réduire le coût des services publics locaux et nationaux en région. De mettre en œuvre des conditions nouvelles au service d'exigences nouvelles en termes de mobilité pour des millions de personnes. De prendre en compte une réalité physique et économique, j'y reviendrai, qui n'a plus rien à voir avec les découpages communaux. De favoriser les fusions et la coopération des activités publiques et des administrations, d'améliorer les conditions d'activité des entreprises et de mettre un terme, terminons par le scandale des scandales, de mettre un terme à une forme de gestion du grand port de Marseille, c'est un titre juridique officiel, aujourd'hui réparti sur le territoire de 2 villes qui ne trouvent jamais l'occasion de se parler. Enfin, 3e élément, le plus important, le plus austère aussi, mais le plus important, les moyens juridiques. 3 questions juridiques se posent. Comment est faite la métropole? Quelles sont les compétences de la métropole? Et enfin, on le verra en dernier, comment est organisée, structurée la métropole. La composition de la métropole. La métropole va résulter, mesdames et messieurs, de la fusion de 6 des 9 intercommunalités qui existent dans le département. 6 intercommunalités vont se mettre ensemble, c'est-à-dire la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, 4 communautés d'agglomération, je rappelle d'un mot, il s'agit de la CAPA, Pays d'Aix, d'Aglopole Provence, Salon de Provence, disons, Pays d'Aubagne et de l'Étoile, et enfin, Pays de Martinique. Ça, ce sont les 4 communautés d'agglomération qui s'ajoutent à l'actuelle Marseille-Provence Métropole.
et un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'appelle Ouest-Provence, c'est autour de Istres. Attention, Istres, vu par un Marseillais, c'est l'Ouest, c'est petit, c'est 100 000 habitants. Donc, voilà pour ce qui veut dire que dans le département, il y a 3 catégories de collectivités et 3 seulement qui ne seront pas dans la métropole. Il y a 2 communautés d'agglomération, celle d'Arles et Arles, Crau, Camargue et Montagnol, sur le hectare, Rhône-Alpes-Buran, une communauté de communes, celle de la vallée des Baux, et enfin 4 communes qui ne sont dans aucune structure intercommunale. Ce sont les 4 mousquetaires, ou 4 derniers Mohicans, Gardanne, Gréas, Molégal et Sainte-Marie-de-la-Mer. Ce qui veut dire qu'en dehors de la métropole, dont je répète 1 830 000 habitants, reste dans le département 186 000 personnes. 1 830 186. Les compétences de la métropole, c'est évidemment l'aspect essentiel de la région. À quoi va servir cette métropole? Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, la loi, dans une complexité effroyable, je vais essayer de la simplifier à mort, comporte 2 volets. 2 parce qu'en droit on fait 2 par 2. 2 volets. L'un, ce sont les transferts de compétences que la loi n'était pas obligée d'accorder à la métropole. Et d'autre part, ce sont les compétences que la métropole aura, comme toutes les autres métropoles, comme Nice, comme Bordeaux, etc. Alors les transferts, ils sont importants. La métropole avec Marseille, en l'état actuel des textes, nous sommes au Sénat, ça va repartir à l'Assemblée, le gouvernement a refusé de déclarer l'urgence, donc on peut aller jusqu'à 3 lectures au Sénat, 4 à l'Assemblée, et puis le recours au Conseil constitutionnel, inévitable, ça c'est comme chez Fruits ou autres, c'est emporté. Alors la métropole, en l'état actuel des textes, va d'abord se voir transférer. Quoi? Elle va se voir transférer toutes les compétences des 6 intercommunalités. C'est normal, elle fusionne, toutes les compétences des 6 intercommunalités seront exercées par la seule métropole. Également, l'aide aux jeunes en difficulté, mais aussi les transports scolaires, les routes départementales, etc. Tout ça est transféré à la métropole. 3e transfert en provenance de la région. Alors là, c'est la révolution absolue, puisque toutes les compétences de la région sont transférées à la métropole. Attention, dans la partie du territoire de la région recouverte par la métropole. Alors qu'aucune structure de coordination, de subordination ou de hiérarchisation n'a été prévue. Autrement dit, la métropole a toutes les compétences sur le lycée, sur l'enseignement supérieur, sans que soit faite une coordination, par exemple avec Toulon, ou Nice, ou Avignon, qui ne sont pas dans la métropole, mais qui sont des universités. Ça va être une réflexion d'universitaires, de juristes, on a l'habitude de couper le cheveu à 4, surtout quand on commence à les perdre. Alors, 4 transferts, donc, qui sont propres à la métropole marseillaise. Et puis, deuxième élément, les compétences spécifiques à la métropole, comme toutes les métropoles. Il y en a beaucoup, je les rassemble en 6 catégories. Le développement et l'aménagement économique, social et culturel, ça relèvera de la métropole, c'est un gros volet. L'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la politique de la ville, les services d'intérêt collectif, l'environnement et le cadre de vie. Ça, ce sont les compétences propres à la métropole qu'elles détiennent définitivement, si vous voulez, de par les faits des textes. Je reviendrai sur ces compétences dans un instant à propos des conseils de territoire. 3e question, comment est organisée la métropole? Oh, très simplement, selon un schéma, j'ai plaisir à Mattei, mais cette fois-ci il est vrai, il répondait, le schéma napoléonien, c'est-à-dire un conseil délibérant et un organe exécutif. Et de la formule des cambarchérage, si pour délibérer il faut être plusieurs, pour décider il faut être seul. Ce schéma est celui qui est appliqué évidemment à la métropole. Alors, les membres du conseil métropolitain, l'équivalent d'un conseil municipal ou général ou régional, seront élus au suffrage universel direct dans le cadre des communes et composeront le conseil métropolitain. Et ce conseil, à l'instar du conseil municipal, élira en son sein le président et le vice-président de la métropole. Un schéma assez classique en réalité. Ensuite, la métropole va être divisée en territoires.
On ne sait pas encore, alors je parle, comment ils seront divisés. On pense que le législateur va aller au plus simple, il va prendre les 6 intercommunalités, enfin les territoires, des intercommunalités, et il va faire 6 territoires. À la tête de ce territoire, un conseil de territoire. Ce conseil de territoire, là quand même, on a joué l'économie, n'est composé que des membres du conseil métropolitain qui ont été élus dans une commune, membre du territoire. Donc, par exemple, quelqu'un qui est élu dans le territoire Aix-en-Provence, la chapa actuelle, qui est élu au conseil métropolitain, sera membre du conseil métropolitain et membre du conseil de territoire. Par parenthèse, sans faire des polémiques politiques, c'est la solution que la gauche a abandonnée parce qu'elle est arrivée au pouvoir, il fallait faire différent, des conseillers territoriaux que Sarkozy avait mis en main. Mais pardon, il ne faut jamais dire fontaine, nous le savons. Ces conseils de territoire vont élire un président du conseil de territoire et un vice-président du conseil de territoire. Ben voyons. Là-dessous, la loi a prévu une conférence métropolitaine des maires. Mais Jean-Marc Ayrault, le 8 novembre, a dit qu'il sera créé un conseil des maires. De sorte que nous ne savons pas si la langue de Jean-Marc Ayrault a forcé, en disant conseil des maires, il a tout simplement parlé du conseil métropolitain des maires, donc RAF, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça, c'est un vrai conseil des maires, et dans ce cas, on ne sait pas s'il se substitue au conseil métropolitain des maires, puisqu'on va avoir un conseil métropolitain des maires et un conseil des maires. Alors, les conseils de territoire vont avoir premièrement des compétences consultatives, c'est-à-dire pas décisoires, pour aller consulter, et ils pourront se voir déléguer par la métropole certaines matières. C'est-à-dire dans les compétences de la métropole pourra en prendre certaines et le déléguer au conseil de territoire. La loi est fumeuse au point qu'on ne sait pas si la métropole est obligée de respecter le principe d'égalité entre les conseils de territoire. C'est-à-dire que si je délègue une compétence à l'ex-intercommunalité d'Aix, est-ce que je dois également donner cette compétence à l'ex-intercommunalité de Salon? Ou est-ce que je peux avoir des délégations à géométrie-variable? Mais le législateur a lui-même mis une barre, il y a des compétences qui sont la mise de bras. Premier barrage, c'est les matières indélégables. Et, mesdames, messieurs, j'en cite quelques-unes. La première s'appelle, je prends ma respiration, la création et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Ça, c'est indélégable. Comment faire bien? Le schéma de cohérence territoriale, le SCOP, le schéma de secteur, le plan local d'urbanisme, les documents d'urbanisme qui en tiennent lieu, la mobilité, le plan de déplacement urbain, les réserves foncières, la protection du patrimoine naturel et paysager, le programme local de l'habitat, le développement urbain, l'insertion économique et sociale, les abattoirs, les marchés d'intérêt national, le plan climat-énergie territorial, la concession de la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, les réseaux de chaleur, de froid, du chaleur ou de froid urbain. Ça, c'est indélégable. Le reste, il n'y a que les plages qui s'en sont tirées à la faveur d'un non-vote. Figurez-vous qu'il y a eu un truc extrêmement extravagant, puisque les plages de l'État, dont l'État est le propriétaire depuis toujours, depuis l'empereur Justice, on se place dans une vision idéale de ce qu'aurait été le schéma métropolitain si M. Ricci, dans sa chambre, avait été invité à le concocter tout seul. De ce point de vue, on peut être pessimiste, pour deux motifs principaux. D'abord parce que la nouvelle structure juridique a contraint, il faut le rappeler, elle a contraint l'activité farouche de la plupart des élus concernés. Jusqu'à ce jour, les maires de 85 des 93 communes se sont déclarés opposés à la métropole. La raison est double. C'est d'abord la crainte d'une domination écrasante de Marseille sur le nouvel ensemble métropolitain, même si Marseille ne fait même pas la moitié de la population de la métropole. Et la deuxième crainte, elle est bien connue, Marie Bassin l'a suffisamment claironné, c'est la crainte d'un appauvrissement des communes concernées, car elles sont, pour beaucoup d'entre elles, riches, relativement riches, au profit de Marseille, qui est une ville plutôt pauvre.
Deuxième raison d'être pessimiste, l'organisation de la métropole telle que je viens de la décrire est complexe, elle est hésitante, sur des moments assez charnières, elle ne prend pas vraiment parti, elle est un peu bancale, à certains moments on la distingue mal de ce qu'aurait été une communauté urbaine classique, de sorte que la démarche est un peu frileuse. Maintenant, si on se place à un autre point de vue, un point de vue que je dirais pragmatique, réaliste, alors il faut reconnaître que le projet que nous avons aujourd'hui n'est pas sans mérite. Certes, il reste très en deçà du remarquable projet qui avait été édifié par la commission Balladur, mais qui était politiquement difficile à gérer parce qu'il commence par un préliminaire la suppression de toutes les communes. C'est la règle, mais c'est assez logique en définitive. Parce que là, il a arrêté l'état civil. D'accord, avec le mariage pour tous, ça ajoute un peu d'agrément. Bon. En revanche, ce projet va plus loin que le projet Fillon-Sarkozy. C'est incontestable. Mais surtout, à mon sens, son grand mérite, c'est que probablement, il a jeté les bases d'un mouvement qui sera difficilement réversible dans le futur. C'est peut-être là son principal mérite d'exister. Aux maîtres qui s'opposent parfois frénétiquement, souvent avec la rage du désespoir, il faut dire et répéter qu'ils ont tort, qu'ils ont grand tort, car la décentralisation aujourd'hui ne repose plus sur une logique de territoire, elle repose sur une logique de projet. Aujourd'hui, et ça il faut bien vous le mettre dans la tête, aujourd'hui chaque territoire est traversé par une superposition de fonctionnalités. Mais il ne les a pas toutes, les fonctionnalités. Pour être complet, il est obligé d'aller chercher des fonctionnalités à côté. Et donc on a des espèces de systèmes à géométrie variable, par commune, par intercommunalité. Prenons un exemple. Est-ce que je peux dire que le fait d'avoir une maison à Allo, où je dors la nuit, où je vis à peu près un week-end sur deux, parce que l'autre week-end, à Marseille, dans la famille ou ailleurs, fait de moi un habitant de la commune d'Allo. Alors que je travaille à Marseille, tout comme mon épouse, que mon fils est né vers la faculté de droit d'Aix, et que mon autre fils est dans un lycée à Marseille, au Bâle. Que 2 fois par mois, je prends le train à la gare TGV de Saint-Charles pour aller à Paris, ou à Lyon, et 1 fois par mois, je prends l'avion à Marignane pour aller à Brest, à Barcelone, pour les besoins de mon entreprise. Bien sûr, je vote à Allo. Bien sûr, je paye des impôts à Allo. Mais je ne suis pas un Allodien. À qui va-t-on faire croire ça? Et cet exemple, qui pourrait multiplier, montre que chacun de nous, aujourd'hui, vit plusieurs fonctionnalités sur un prétendu territoire unique. Et cette logique de projet, mesdames, messieurs, oblige à ne plus penser en termes de bagne, de salon, d'Aix ou de Miramas, mais en termes d'établissement scolaire. Mon premier fils, je suis père de famille, c'est dans quel collège, même un petit. Pas où il est le collège, mais d'abord dans quel collège. La gare Saint-Charles, ben oui, le TGV il est à Marseille. Ouais. Il n'est pas ailleurs. Donc, mes déplacements, les hôpitaux, que j'ai une maladie un peu sérieuse, il me faut un hôpital au top. Je ne vais pas le trouver à l'heure au Bâle. Et c'est normal. On va avoir des conceptions indétimaux de tous les 10 km. C'est normal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aux collectivités de s'adapter à ces fonctionnalités. Et pas aux fonctionnalités, comme on l'a fait jusqu'à présent, à s'adapter à la réalité communale. Dur, allez-vous me dire, je vais répondre, oui, tout à fait. Deuxième observation, et j'en terminerai par là, l'importance du projet de la métropole et l'importance de la manière dont il sera mis en œuvre. Ici, la pédagogie est capitale. Je vais faire une observation, rappeler un principe et donner une recette. L'observation, vous l'avez presque compris, j'imagine, avec ce que je viens de dire, c'est la fin d'une erreur. On a longtemps cru, et je m'ai même quelquefois enseigné, je le confesse volontiers, que de toutes les collectivités, la plus légitime était la commune. Elle était présentée presque comme naturelle, comme venant du fond des âges. Bref, un
incontournable, indiscutable. C'était une erreur. Parce que pendant des siècles, toutes les fonctionnalités de la vie humaine, toutes les fonctionnalités sociales, vivre, manger, travailler, dormir et mourir, se déroulaient en un même lieu. La règle de l'unité de lieu de la tragédie classique. Et donc, la commune a longtemps été ce lieu-là. On a pris, enfin, les faits pour la cause. On a cru que la commune était indispensable parce qu'elle était là. C'est pas parce qu'elle était là, c'est parce que tout ce que nous avions besoin de faire était là, au même endroit. Dès que ces différents éléments se sont éparpillés, déjà, dès qu'apparaît la voiture individuelle, qui fait éclater les lieux de la sociabilité, eh bien, mesdames, messieurs, ça en fut fini, inexorablement fini, de la vieille, mais provisoire et entre guillemets, naturalité de la commune. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui, à grande échelle et à vitesse grand V. Le principe, c'est celui que rappelle Montesquieu quand, dans son impérissable esprit des lois, au chapitre 6 du livre 11, Montesquieu expose la théorie de la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et Montesquieu se fait à lui-même cette objection, il dit, mais c'est trop compliqué. Diviser le pouvoir en trois, le législatif en deux chambres, l'exécutif en un chef de l'État et un gouvernement. Ça ne va pas marcher, c'est trop compliqué. La mécanique, c'est Montesquieu qui parle, est très compliquée. Et là, notre éminent Bordelais a un soupçon et il dit, c'est pas possible, ça va marcher. Et là, cette phrase merveilleuse, ces trois puissants, exécutifs, législatifs, judiciaires, devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. C'est exactement ce qui, à terme, arrivera pour les hommes et les femmes engagés dans l'aventure métropolitaine. Enfin, la recette. Cette métropole, il va bien falloir la construire. Ça ne sera pas facile. Nous devons convaincre et vaincre des préventions, ou en tout cas des scepticismes. Et donc il faudra le faire, ça c'est très important, avec honnêteté et dignité, avec transparence, souci des composantes publiques, communes, mais aussi des individus. Il ne s'agit nullement d'utiliser la flag ou d'écraser ceux qui sont réticents. Au contraire, je pense qu'il va falloir beaucoup de patience et de pédagogie. De douceur même. Oui, de douceur. Osons le mot. Ça sera très nécessaire, car il faut reconnaître que ça va être un vrai traumatisme. Que ce changement d'échelle, ce changement de vision, ce changement radical de méthode, comme n'a pas dit, mais aurait pu dire le sapeur Camembert, si l'on veut que ça marche, il ne faut pas que ça rate. Or, je le dis aux futurs élus métropolitains, il y en a dans la salle, j'imagine, ou des espérances d'élus métropolitains, je le dis aux futurs élus métropolitains, vous portez une responsabilité proprement historique, car l'échec vous est interdit. Il signerait pour longtemps la catastrophe pour cette région. Or, l'histoire ne repasse jamais les plans. Souvenons-nous, pour finir, de cet avertissement du grand Montesquieu en cœur, qui écrit « Je crois que l'excès même de la raison n'est pas toujours désirable, et que les hommes s'accommodent presque toujours mieux, n'y voyez pas d'allusion électorale, presque toujours mieux des milieux que des extrémités. » Je vous remercie. Je faisais signe un petit peu à Jean-Claude quelquefois, mais il ne me regardait pas, il était pris par son sujet. Je lui demandais de ralentir un petit peu parce que franchement, il fallait suivre. Hein. Il fallait suivre. Mais je sais que vous avez suivi, que vous avez enregistré et que tout à l'heure vous allez réagir et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il a déjà posé les pierres de cette soirée et de ce débat. Alors pour nous reposer un petit peu maintenant, on ne va pas enchaîner parce que ça fait trop long. Je crois que beaucoup de gens ont faim dans la salle, je pense que c'est la majorité. Alors je vous propose que nous demandions au service, que je remercie d'ailleurs pour la qualité de ce travail et pour son accueil,
de vous servir les deux plats qui vous attendent. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et on reprendra tout à l'heure avec nos deux orateurs, Alain de Loire et Monsieur Alain Gardel. Bon appétit à tous.